Dans ce chapitre, nous allons étudier le rôle des enzymes dans la réaction enzymatique. Cependant, nous devons d'abord comprendre ce qu'est une enzyme. La majorité des enzymes sont des protéines. En voici une qui est l'enzyme qui sert à dégrader l'insuline une fois qu'elle a été produite dans le sang pour éviter que son action ne se prolonge trop longtemps. Celle-ci est une enzyme qui est produite par le pancréas et dont le rôle est de dégrader l'amidon. Mais toutes les enzymes ne servent pas à dégrader quelque chose. Par exemple, celle-ci est la glucose 6-phosphate isomérase de lapin. Elle transforme le glucose 6-phosphate en son isomère qui est une réaction de la glycolyse. Donc vous voyez que toutes ces enzymes sont des protéines, on le reconnaît bien à leur structure. Certaines enzymes sont des ARN. Par exemple, dans le ribosome, vous savez, cette structure qui sert à traduire l'ARN en protéines, eh bien, ce ribosome, en voici maintenant la composition plus détaillée, vous voyez que ce qui est en bleu, c'est de l'ARN, et ce qui est en jaune, ce sont des protéines. Le ribosome, c'est un mélange de protéines et d'ARN. Eh bien, dans ce ribosome, ce sont les ARN qui jouent le rôle d'enzyme, c'est-à-dire de catalyser la réaction de synthèse d'une protéine à partir d'un acide aminé que l'on rajoute à une protéine naissante. Première question. Toutes les enzymes sont-elles des protéines? Expliquez votre réponse. À quoi sert une enzyme? L'enzyme glucose oxydase que nous voyons ici sert à transformer le glucose en présence d'eau et de dioxygène en acide gluconique. Cette réaction va beaucoup plus vite en présence de l'enzyme. On dit que l'enzyme ne modifie pas l'équilibre de la réaction. Qu'est-ce que cela signifie? En absence d'enzyme, la réaction se déroule quand même, mais très lentement. Les substrats disparaissent, des produits apparaissent, et ceci de façon très lente, encore bien plus lentement que ce qui est présenté ici. En présence de l'enzyme, cette même réaction se déroule aussi, mais de manière beaucoup plus rapide. Vous voyez qu'en quelques millisecondes, tout le substrat est transformé en produit. J'ai dit tout, non, pas tout le substrat, seulement une partie. Donc qu'il y ait ou pas enzyme, si seulement une partie du substrat est transformée en produit en absence d'enzyme, même avec l'enzyme, cette même proportion de substrat ne sera pas transformée en produit. C'est pour ça qu'elle ne modifie pas l'équilibre des concentrations obtenues à la fin de la réaction. Certaines réactions sont dites totales et donc avec ou sans enzyme, tout le substrat est transformé en produit. Celle-ci n'est pas totale, donc juste une partie du substrat est transformée en produit. L'enzyme a pour seul but d'accélérer la réaction. Question 2. Quel est le rôle d'une enzyme? Comment fonctionne une enzyme? On voit ici l'enzyme chymotrypsine avec 3 acides aminés particuliers, l'aspartate en position 102, l'histidine en position 57 et la sérine en position 193. Ils constituent tous les trois une poche dans laquelle viendra se loger le substrat et qui interviendra dans sa reconnaissance. Donc retenez bien ce nom, site actif. Sur cette diapositive, l'enzyme apparaît avec son site actif tourné vers le bas. On reconnaît bien les 3 acides aminés précisés précédemment. Et on voit le site actif dans lequel vient se loger le substrat en violet, qui est ici une protéine. On voit bien que les chaînes latérales des résidus d'acides aminés du site actif interviennent dans la reconnaissance du substrat. C'est le rôle de reconnaissance du site actif. Il intervient aussi dans la transformation du substrat en produit. On dit qu'il catalyse du coup la réaction. Donc il a un rôle de reconnaissance et un rôle de catalyse. Voici une enzyme à gauche dont seul son site actif est présenté. C'est l'enzyme hexokinase qui intervient dans la glycolyse. Les parties qui sont en jaune représentent des parties appartenant à l'enzyme. Et au centre, on voit la molécule de glucose qui s'est fixée dans le site actif. Donc le site actif est composé de 5 chaînes latérales de résidus d'acides aminés qui interviennent dans la reconnaissance du substrat, le glucose, puis dans la catalyse de la réaction, c'est-à-dire la transformation de ce substrat en produit. À droite, on voit les formules chimiques du glucose et du galactose. L'enzyme est capable de reconnaître le glucose alors qu'elle ne reconnaît pas le galactose. Et on voit bien que la seule différence,
c'est la position de la fonction alcool qui est en dessous du cycle pour le glucose et au-dessus du cycle pour le galactose. Cela montre que l'enzyme est spécifique de son substrat. Un substrat très proche du substrat défini pour l'enzyme n'est pas reconnu par cette enzyme. Donc elle est bien spécifique de la structure du substrat. Une enzyme est aussi spécifique de sa réaction. On voit ici que deux enzymes sont capables de reconnaître le glucose. Les deux enzymes sont la glucosioxydase et la glucokinase. Bien que reconnaissant le même substrat, le glucose, elles ne le transforment pas en même produit. La première le transforme en acide gluconique alors que la deuxième en 6-phosphoglucose. Donc ce qui montre qu'à partir d'un même substrat et deux enzymes différentes, eh bien, on obtiendra deux produits différents. On dit que l'enzyme est spécifique de sa réaction. Elle transforme le substrat en un produit correspondant à cette réaction. Question 3. Que signifie spécificité de substrat pour une enzyme? Question 4. Que signifie spécificité de réaction pour une enzyme? Question 5. Proposez une définition bien complète pour site actif. Comment suivre l'évolution de la réaction catalysée par une enzyme? On parle de réaction enzymatique. Je vous présente ici une réaction catalysée par la bêta-galactosidase, c'est-à-dire qu'elle transforme l'ONPG, un substrat incolore, en un produit coloré en jaune, l'ONP. La coloration jaune de ce produit permet de suivre facilement la réaction en mesurant son absorbance à 420 nanomètres. Donc les substrats donnent des produits et je peux suivre l'apparition du produit. La diapositive présente montre la courbe présentant l'évolution de l'absorbance à 420 nanomètres, donc celle du produit coloré de la bêta-galactosidase, en fonction du temps. La majorité des enzymes suivent cette courbe-là, donc que l'on peut décomposer en 4 phases. La première phase, c'est ce qu'on appelle la phase d'installation de la réaction. Elle est plus ou moins visible. La phase 2 s'appelle la période initiale. Retenez bien ce nom. Cette période initiale correspond à la phase pendant laquelle l'apparition du produit est proportionnelle au temps. On voit ici que l'absorbance montre une droite, donc ce qui signifie que l'absorbance est proportionnelle au temps. En phase 3, on voit que l'absorbance continue d'augmenter en fonction du temps, mais n'est plus proportionnelle au temps. C'est la phase de ralentissement de la réaction. Et la phase 4, on voit que la réaction est terminée, puisque l'absorbance n'augmente plus. C'est qu'il n'y a plus de produit qui se forme au cours du temps. La réaction est terminée. Question 6. Représentez la courbe précédente en essayant de retrouver abscisse et ordonnée de cette courbe. Question 7. Délimitez les phases de la courbe en les décrivant et en les interprétant. Imaginons que l'on veuille suivre la réaction catalysée par la lactate déshydrogénase. Ici, la molécule colorée, c'est le NADH+. Alors, en fait, elle n'est pas colorée car elle absorbe dans les UV à 340 nanomètres. Mais seul le substrat absorbe NADH+, dans cette équation. Donc, je vous propose d'imaginer la courbe que l'on obtiendrait si l'on suivait l'absorbance en fonction du temps et donc en essayant de respecter les 4 phases que l'on a vues tout à l'heure. Donc à vos crayons, je vous invite à le représenter sur un brouillon. Question 8. Proposez l'allure de la courbe de suivi de la réaction obtenue dans la situation suivante, c'est-à-dire la réaction catalysée par la lactate déshydrogénase. Quelles sont les différentes façons d'utiliser une enzyme au laboratoire? Une enzyme peut être utilisée soit pour catalyser une réaction plus rapidement, parce que je veux que cette réaction se déroule. Par exemple, je veux hydrolyser de l'ADN, donc j'utilise une enzyme de restriction, par exemple. Une autre utilisation, c'est de faire des dosages. Je peux doser le substrat de l'enzyme en question. L'enzyme est alors utilisée comme un outil pour doser un substrat qu'elle reconnaît. Dans ce cas, parce que le substrat doit être dosé, il est versé en quantité limitante et l'enzyme, outil, est versé en excès. Inversement, je peux vouloir doser l'enzyme
elle-même. Et dans ce cas, le substrat est un outil, il est versé en excès, et c'est l'enzyme, la molécule que je veux doser, qui est versée en excès. Donc vous avez bien compris, quand je veux réaliser un dosage, la molécule que je veux doser doit être toujours versée en quantité limitante. Tout le reste doit être versé en excès pour ne pas limiter la réaction et donc le dosage que je veux effectuer. Question 9. Quels sont les deux types de dosage que l'on peut réaliser avec une enzyme? Dans ce cas, quelle est la molécule versée en quantité limitante